Khir. Bonjour pour tous. Je tiens à saluer les organisateurs. Je salue aussi les invités et tous les participants. Donc, vous avez parlé de l'agriculture biologique. Moi, je travaille au sein du Centre technique de l'agriculture biologique. Donc, notre ami Elias, il a parlé de communication et le génie des agronomes. Donc, moi, je suis par expérience personnelle, par exemple, je travaille donc depuis 15 ans dans l'agriculture biologique. Donc, j'ai fait un master en agriculture biologique. Je suis revenu en Tunisie pour disséminer les bases et principes de l'agriculture biologique. Et ce sont les mêmes bases et principes que Cocopelli et les autres associations comme Permaculture, comme les autres associations, comme Slow Food. On share tous ensemble les mêmes principes. Donc la durabilité, c'est une conscience chez les agriculteurs, chez les consommateurs, chez tous les citoyens donc on doit augmenter la conscience des participants, des citoyens, des agriculteurs. Ces associations-là sont comme des étoiles dans une nuit sombre. Donc on doit saluer ces étoiles-là et on doit travailler avec eux sur le système de durabilité, de permaculture. Et voilà ma... Bien sûr. Bon, alors après, je ne peux pas vous laisser dire que... Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie, mais en tout cas, pour ce qui est des pays européens ou des États-Unis, par exemple, qui est l'aspect exacerbé de cette nouvelle agriculture bio, en fait, je ne peux pas vous laisser dire que l'agriculture bio, telle qu'elle est apportée par les écoles, et travaille dans le même axe que la permaculture ou que les techniques d'agroécologie. Parce que ce n'est pas vrai, tout simplement parce que l'agriculture bio est en train de devenir une filière, qui est extrêmement lucrative. Donc, ici, on n'en est pas au même stade. L'agriculture biologique en Tunisie n'est pas extrêmement développée. Mais si on prend la France, si on prend les États-Unis, où l'agriculture bio est extrêmement développée, et avec une courbe de croissance comme ça, je peux vous garantir que c'est que des hybrides F1 qui sont utilisés, que les techniques agricoles sont strictement les mêmes que les techniques du conventionnel. Donc elles érodent les sols, elles appauvrissent les réservoirs génétiques, elles désertifient évidemment en très grande partie, donc elles utilisent les mêmes techniques. Donc je ne sais pas où on en est ici, mais en tout cas soyez vigilants à justement amener cet institut ou cette école, je ne sais pas exactement, dans la direction de la permaculture et de ne pas se laisser embarquer dans le productiviste et la monoculture que vont vous imposer de toute manière les États. Parce que c'est ça qui est recherché, c'est la monoculture. Donc là, je suis mal placé parce qu'on n'est là qu'une journée. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous exactement, mais ça m'étonnerait que vous soyez exactement en phase avec les principes de la permaculture, tout simplement parce que la permaculture, c'est à petite échelle, à très petite échelle. Mais on en parlera tous les deux si vous voulez tout à l'heure, ça m'intéresse de savoir. Bonjour. Je voulais revenir un peu sur la biologie. On a parlé de biodiversité tout à l'heure. Et je crois avoir entendu que 60% de la biodiversité avait disparu. J'aimerais bien savoir, peu importe, j'aimerais bien savoir comment a été calculé ce pourcentage. Déjà qu'on sait qu'une grande partie des espèces, qu'elles soient végétales ou animales, ne sont pas déjà connues. Oui, la FAO, ce n'est pas une méthode scientifique. Scientifiquement, comment ça a été fait? Excusez-moi, par satellite, les espèces, vous parlez... Les espèces, tout simplement, parce que chaque plante, elle a une signature. La réfraction de la lumière est différente sur chaque plante. C'est une signature, on ne peut pas tricher. Ça, c'est un exemple, mais il y a aussi des portions qui vont être prises par exemple dans la forêt équatoriale. Et sur tant de kilomètres carrés, des chercheurs vont démontrer que l'ensemble des espèces sont liquides. Et grâce à ces échantillons-là, bien sûr, on reste sur des approximations des statistiques, mais en effet, les chiffres sont énormes. Les statistiques n'ont de valeur. Alors, si on va parler... Non, j'ai pas fini. Il voulait répondre. Les statistiques n'ont de valeur que la valeur de la méthode avec laquelle ils ont été faites. Ah, et ça, c'est très dangereux parce qu'on entend souvent
des statistiques et on ne connaît pas ni la méthode ni la source. Et ça se répète dans toutes les réunions. Alors, après, comme en biologie, on n'a jamais du 0% ni du 100%, j'aimerais savoir par rapport à tout ce qui est semences, les échanges, etc. J'ai entendu qu'on voulait envoyer des semences de France en Tunisie. Je voudrais dire qu'il serait intéressant, moi vendredi j'étais chez des paysans du centre-ouest de la Tunisie, c'est des gens qui n'ont jamais utilisé de pesticides, ni d'engrais chimiques, et qui multiplient eux-mêmes leurs semences. Ces gens-là, ils ne sont jamais là dans les réunions, on ne va jamais les voir, on ne les connaît pas, et qui ont des petites productions. Le seul problème qu'ils ont, qu'ils ne peuvent pas commercialiser l'excédent de leur production, parce qu'ils sont dans des zones assez retirées. Ils font des pistes. الويعرة بلايش gouvernorat de Sidi Bouzid, à côté de Gafsa, exactement. Pas loin de Gafsa, 50 km de Gafsa, un peu plus. Donc par rapport à ça, il serait intéressant d'aller les voir sur terrain. Parce qu'aujourd'hui, même, il y a des gens qui font ça aussi au nord-ouest, du côté de Nevza, pour être un peu sur des trucs plus connus. Et je me demande si on n'est pas en train de réinventer des trucs qui existent déjà, parce que le gouvernement, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est eux qui ont focalisé sur un certain type d'agriculture. Après, les agronomes, on ne peut pas leur reprocher, parce qu'on les a formés, pour ne pas dire dans une certaine direction. À partir de là, on ne peut pas leur reprocher qu'ils ne connaissent pas un truc sur lequel ils n'ont pas été formés. Je pense qu'il faudrait plutôt creuser dans ce sens-là, aller capitaliser sur des expériences, aider ces gens-là à à être une ressource plutôt. Voilà, j'ai terminé. Merci. Alors pour répondre à vos questions une par une, et pour partir de la fin, bien évidemment le travail de Cocopelli par exemple, les semences ne tombent pas du ciel, on travaille avec ces gens qui sont effectivement inconnus généralement parce qu'ils sont sur le terrain en permanence, et c'est bien évidemment ces ressources qui nous permettent d'avoir une telle diversité, parce qu'on ne les sort pas de nulle part, donc ce travail il est fait. Enfin, nous, on essaye de le faire en tout cas, et vous avez totalement raison, j'encourage tout le monde à le faire, à aller vers ces personnes qui existent, qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas, encore une fois, totalement médiatisées. Et heureusement, parce que ça dénaturerait une partie de leur travail. Sur les agronomes, moi en tout cas, je n'incrimine personne, en tout cas pas les agronomes, mais je les invite à redécouvrir l'essence même de leur métier. Et évidemment, les agronomes sont martelés depuis tout bébé, si je puis dire, pour aller dans une certaine direction. Et quand on regarde dans tous les pays de la planète, c'est généralement les industriels qui sont évidemment derrière et qui donnent les directives. Ça, c'est une réalité. Sur la perte de biodiversité, moi, les statistiques ne m'intéressent pas tant que ça. Il suffit d'ouvrir les yeux. La perte de biodiversité cultivée, si on ne la voit pas, il y a un problème. C'est flagrant. Enfin, on a des monocultures de milliers d'hectares dans les pays producteurs de cette planète, que sont les États-Unis ou des pays européens, où on a une variété. Une. Vous allez en Iowa, vous avez une variété de maïs, vous avez une variété de tournesol, une variété de soja, vous n'en avez pas deux. Donc là, il y a un problème. Que ce soit 75, que ce soit 30 ou 40, c'est pas le problème. Le chiffre exact, on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est qu'on est en train de la perdre. Il suffit d'ouvrir les yeux et on n'a pas besoin d'être scientifique. Après, pour répondre concrètement à votre question, j'ai dans mon bureau un catalogue de Andrieux Villemorin de 1839 ou 40 ou je sais plus. Vous prenez le catalogue officiel aujourd'hui et puis vous comptez, tout simplement. Et ça, c'est il y a à peine 100 ans. Donc, pas besoin d'être un génie, il suffit de prendre les catalogues de l'époque, les catalogues de maintenant, et on parle de catalogue commercial uniquement. On ne parle pas du travail scientifique de répertoriation qui a été fait. Ça, on parle de la biodiversité cultivée. Maintenant, pour répondre à ce que tu disais, quand on parle de biodiversité sauvage, là on parle plus de 75, mais bien de 90%, quand vous avez chaque minute l'équivalent de 40 terrains de football qui sont déforestés chaque minute de forêt tropicale, la biodiversité dans cette forêt, elle est détruite. Et ça, il suffit d'aller voir sur place les camions qui sortent les arbres.
On n'a pas besoin de faire des stats et des courbes et d'aller faire des prélèvements génétiques. La biodiversité, elle disparaît sur le terrain. En France, c'est 45 000 km de haies qu'on coupe tous les ans depuis 1973. La biodiversité des haies et des bocages, on l'a perdue, elle a disparu. Il suffit de regarder sur le terrain ce qui se passe, tout simplement. Pourquoi le pourcentage influe sur les méthodes à utiliser, en fait? Que ce soit, encore une fois, 75, 70, 30 ou 40, c'est pas le problème. Il faut réagir à cette situation. Si. Vous avez un rapport de 55 pages ou 60 pages de la FAO qui explique... je ne l'ai pas lu, le rapport. Bah alors vous savez d'où viennent les chiffres si vous l'avez lu. Pourquoi poser cette question? Parce que les chiffres, la FAO a embauché des scientifiques pour faire ce travail. Donc poser cette question ne rime à rien dans le sens où si vous n'êtes pas d'accord avec la science, dans ces cas-là, on arrête de dire tous les chiffres et on parle en globalité. Et là, vous avez raison. Et fondamentalement, je suis d'accord avec vous en fait. Mais on emploie ce terme de 75% pour faire comprendre qu'on est en très grande majorité de perte de biodiversité. Et encore 75% ou mais 8 tonnes de sol chaque seconde qui sont érosées, c'est des statistiques basses, parce qu'on prend toujours des statistiques basses. La réalité est bien plus élevée. Ouais, ma question va être c'est très rapide. Pour la pratique de l'échange de graines et aussi de la vente, beaucoup d'entre nous ici ont déjà acheté du cocopellier, j'en ai planté. Mais comment vous vous positionnez philosophiquement sur, vous donnez des graines qui viennent de France à la Tunisie ou à d'autres pays? Toutes ne sont pas adaptables, il y a certaines qui n'ont pas marché pour moi ici. Et l'autre question, c'est... est-ce que vous pouvez nous transmettre à l'association la méthodologie de travail du départ? C'est-à-dire comment vous avez fonctionné? Aller voir des petits paysans, qu'est-ce que vous leur avez demandé? Enfin, toute la méthodologie pour pouvoir, nous aussi ici, avoir un vrai, pas banque de graines, mais un stock possible. Pas stock non plus, parce qu'ils n'aiment pas, ils ont raison. Mais en tout cas, voilà, pouvoir ensuite avoir une diversité de graines locales, parce qu'ici, la graine locale a un vrai problème. On n'en trouve pas, on n'en trouve plus. Elle est très très mal ou pas utilisée du tout et mal laissée de côté. Pour répondre très concrètement à la question, la méthodologie, en tout cas la pratique de reproduction de semences, on est là pour ça. On a amené plein de fiches techniques, un DVD, etc. qu'on va laisser à différentes associations. On est en train de créer un site qui n'est pas encore en ligne, qui va s'appeler Le Peuple des Semences, où on va avoir traduit en 4 langues toutes les fiches techniques possibles et imaginables, évidemment en accès gratuit sur Internet pour la reproduction de semences. Donc ça, c'est pour l'aspect pratique. Pour l'aspect de retrouver les variétés locales, le monsieur vous a déjà donné la méthodologie, c'est aller sur le terrain, effectivement, évidemment c'est la seule bonne technique, donc aller à la rencontre de ces paysans inconnus qui ont des variétés endémiques, qui ont des variétés locales et leur proposer soit de travailler avec eux, soit de vous offrir simplement une toute petite poignée de semences que vous allez multiplier d'année en année. Donc ce travail, il est d'une simplicité évidente. Il faut aller sur le terrain à la rencontre des agriculteurs ou des jardiniers, parce que des fois les jardiniers amateurs, il y a des jardiniers amateurs passionnés qui sont totalement inconnus et qui ont des banques de graines, j'utilise le terme, désolé, et qui sont assez fantastiques. Pour les semences que Cocopelli envoie, on ne croit pas, pour ce que disait Patrick tout à l'heure, à des notions d'agronomie précises sur les... merde, excuse-moi. C'est quoi ton nom? Fred. Ah oui, Frédéric. En fait, les microclimats, c'est hyper important. C'est hyper important. Moi, quand un agronome me dit, parce qu'on est... Alors là, ton discours est tendre, parce que des fois, on se fait insulter sur ce sujet-là, d'introduire des variétés non adaptées. Donc je te remercie de ton introduction, parce que... Bien sûr, mais c'est un faux sujet. C'est un faux sujet, il y a tellement de microclimats. Il faut tenter d'adapter les variétés. Nous, on part du principe que si ça marche, tant mieux, vous allez pouvoir reproduire la variété, vous allez l'acclimater, entre guillemets. Alors, ça ne va pas être une variété locale, mais encore une fois, si on repart à la base, si on veut vraiment des variétés des espèces locales, on ne mange plus de pommes de terre, on ne mange plus de maïs, on ne mange plus de tomates, etc., etc. Donc à un moment, il faut dépasser ce concept-là. On a besoin de nourrir les populations. Nous, c'est notre objectif premier. Avoir des variétés locales, c'est super si on arrive à les retrouver. Et s'il n'y en a pas, on ne va pas rester là à crever de faim.
On va réintroduire des variétés, on va essayer de les adapter. Donc nous, notre principe, c'est qu'on envoie, par exemple, avec la Commandite Semences sans frontières, on a des colis types, tout simplement, qu'on essaye d'adapter plus ou moins en fonction des continents dans lesquels on les envoie, et on envoie le plus de diversité possible. Et avec les fiches techniques, etc. Ce que vous arrivez à reproduire, vous le reproduisez. Ce que vous n'arrivez pas à reproduire, vous l'abandonnez. Et en fait, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Ça fait 20 ans que ça marche. Pour ce principe de microclimat, on ne peut pas dire telle variété va fonctionner en Birmanie ou va fonctionner en Tunisie. La réalité de terrain, elle n'est pas là parce que des fois, à 50 mètres près, ça change tout. Je peux ? Bonjour et merci pour ces excellentes interventions. En tous les cas, les réponses étaient très bien. Je voulais juste poser 2 questions très pragmatiques, c'est-à-dire en termes d'identification des graines que vous avez. Est-ce que vous avez un laboratoire pour bien identifier qu'il s'agit bien des graines qui ne sont pas modifiées, puisque maintenant, de toute façon, la science, pour revenir aux scientifiques, sont capables de reproduire au bout de 4-5 ans, mais qu'après, après 5 ans, ce n'est plus reproductible, n'est-ce pas? Donc du coup, comment vous identifiez avant de les diffuser ? Premièrement, donc en termes d'identification et de traçabilité des graines que vous diffusez, on voudrait avoir un peu plus d'expérience, enfin d'explication. Maintenant, pour les jeunes paysans en herbe qui sont intéressés, etc., du côté pratique, quels sont vos conseils pour qu'on puisse identifier justement les vraies graines? Parce que tout le monde peut en faire des graines, incluant même les Monsanto et tout ce que vous voulez. Comment nous, à petite échelle, on peut donc identifier, à part la confiance entre les paysans, mais est-ce que vous avez des conseils suite à vos différentes expériences, de vos 20 ans d'expérience à travers le monde? Merci. Je vais commencer par ta deuxième question, qui est la plus intéressante. Enfin, les deux sont intéressantes, mais en fait, c'est un super problème, ça. C'est un super problème, et qu'on a, en France, par exemple, on a les grainothèques qui se développent à vitesse grand V. Donc il y a des grainothèques partout. Donc les gens viennent, ils laissent un peu de semences et ils reprennent un autre sachet. Et en fait, c'est hyper dangereux. Dans le sens où il y a des gens qui ont une très grande volonté d'amener des anciennes variétés, des variétés locales, etc., qui vont les amener, qui vont les offrir, et elles vont se faire totalement contaminer par des hybrides F1, ou on va dire par des hybrides F1, parce que c'est le cas le plus courant. Et ça arrive évidemment tout le temps. Parce que on a perdu cette notion de base de savoir. Donc là, j'ai pas la réponse à cette question. J'ai pas la réponse et c'est un problème. Et c'est réellement un problème. Et en fait, il faut faire une traçabilité sur le terrain, K1, KA, comme on peut. Et cet échange entre particuliers, il peut être génial, il peut préserver une biodiversité assez spectaculaire. C'est ce que Cocopelli fait avec sa gamme collection. Et on a des fiches techniques, on demande à nos jardiniers de les remplir, de les pousser à nous dire si la variété est si hybridée, de leur dire mais c'est pas grave, elle s'est hybridée, il faut juste qu'on le sache pour pas que nous on la remette dans la collection comme une variété stable, etc. Mais c'est un travail de longue haleine et de confiance. Et le problème, c'est qu'en fait, tout le monde n'a pas l'éthique ou la conscience professionnelle, entre guillemets, de dire je me suis planté, je préfère virer la variété que de la redonner. Donc ça, c'est un vrai travail et c'est essentiel pour la préservation des variétés pures, on va dire, pour la préservation variétale des variétés. Pour répondre à ta première question, la traçabilité chez Cocopelli, c'est effectivement un problème aussi. On est en train, là on va bientôt mettre en place très certainement un énorme jardin de tests uniquement où toutes nos variétés vont être cultivées d'année en année pour pouvoir faire cette traçabilité. Pour l'instant, on l'a fait chez nos producteurs, en fait, tout simplement. Ça veut dire que les variétés qui sont reproduites, on a un réseau d'une vingtaine de producteurs professionnels qui produisent pour nous notre gamme boutique qui est commercialisée. Donc, ils font des photos de leurs variétés, on va sur le terrain voir ce qui se passe si une variété est en train d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Et si ça évolue dans la mauvaise direction, on supprime la souche, tout simplement, et on recommence le travail. On a un certain nombre de producteurs qui sont des sélectionneurs professionnels, dont 2 ou 3 aux États-Unis et quelques-uns en France, en Suisse, etc. Donc c'est leur travail, vraiment ce travail de sélection. Ils font de la graine, mais leur travail de base, c'est un travail de sélection, donc c'est des experts en la matière. Mais on n'a pas un labo où on va aller chercher génétiquement si les graines correspondent. Et à partir de la graine, vous le verrez jamais. Vous avez un hybride F1 ou une variété dans les mains, vous ne verrez pas la différence, bien évidemment. Peut-être pour compléter un peu, en Amérique latine, ce qui se passe pas mal, c'est la certification participative. Donc pour éviter d'être client de cette mafia bio, on arrête de payer et on s'organise entre nous. Il y a toujours un thème de responsabilité, de rigueur, d'implication. Ça, c'est clé dans tous les projets semences que vous allez mener localement ou même régionalement. Ça va demander de la rigueur, énormément de rigueur, beaucoup de constance, beaucoup d'implication, de transparence.
et remettre la semence au centre en fait, de l'échange. Donc s'il y a cette responsabilité autour de la semence, il y aura peut-être cette transparence qui permettra cette traçabilité. Et ces systèmes de certification participative, comment ils fonctionnent? Toutes les X temps, tous les mois, il y a un producteur ou deux qui vont visiter un producteur du groupe. Et c'est au sein du groupe qu'il y a cette validation de la qualité. Le débat est vraiment passionnant, mais nous sommes désolés, on est pressé par le temps. On va devoir passer au deuxième volet, la conférence qui va être donnée par mon collègue M. Semir Anouchi, membre fondateur de l'Association tunisienne de permaculture. Et il nous parlera de l'importance des semences paysannes dans le système permacole.